Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour des news de la semaine, et il y a quand même pas mal de trucs qui se sont passés, dont principalement une légère baisse sur le prix des GPU qui commence à s'amorcer. On va y revenir en détail, on a aussi des news sur le FSR d'AMD, on a eu les premiers titres d'annoncer Windows 11 qui se promène dans la nature, et plein d'autres trucs, on y va, c'est parti. Et donc on démarre avec AMD qui lance la Radeon RX 6900 XT Liquid Edition, donc c'est en gros la 6900 XTX. Donc c'est une nouvelle référence basée sur, encore une fois, Navi 21. Ça fait 4 références basées sur la même puce. Bravo à AMD, hein. Pour ça ils ont réussi à faire mieux qu'NVIDIA avec ces 3 puces uniquement sur le GA102. Bravo, bravo. Sinon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette carte? Pas grand-chose, déjà parce qu'elle ne sera pas disponible dans le commerce directement, on ne pourra pas l'acheter sur le site d'AMD par exemple, c'est uniquement disponible pour les intégrateurs. Du coup, au niveau des performances, on attend des performances légèrement supérieures, hein, puisqu'on gagne à peu près 200 MHz au niveau du boost sur le corps. On gagne également en vitesse au niveau de la RAM, puisqu'on passe de la 16 Gbps à de la 18 Gbps, avec une consommation du coup qui grimpe à 330 watts. Ce qui devrait permettre de pousser probablement le boost un petit peu plus haut. À vue de nez comme ça, je dirais que la carte devrait être 10% plus performante qu'une 6900 XT classique. Donc bon, pas grand intérêt, encore une fois, hein, on a les marques qui nous sortent des GPU, enfin des déclinaisons de GPU plus chères pour des performances en plus vraiment pas significatives. Chez AMD comme chez Nvidia ici, encore une fois, n'a aucun intérêt. Et si elle était en vente sur le site d'AMD, j'attendrais grosso modo 1200 balles minimum pour la mettre en face de la 3080 Ti, voire 1300 balles, puisqu'elle devrait être légèrement plus puissante. Mais connaissant le positionnement tarifaire d'AMD, j'irais plutôt 1200. Par contre, si ça finit par arriver sur le marché, ce sera pas avant quelques mois, à mon avis. Mais bon, de toute façon, ça sert pas à grand chose, puisqu'encore une fois, les vraies bonnes affaires chez AMD, ça se passe au niveau de la 6800 tout court et de la 6800 XT, bien évidemment, qui coûte moitié prix pour 10-20% de performance moins. Il n'y a même pas photo. Alors ensuite, on enchaîne avec un GPU beaucoup plus petit, puisqu'il y a eu des performance tests faits sur Intel, le Xi DG1. Alors le DG1, c'est la toute petite carte de chez Intel en carte graphique, du coup, hein. On en avait déjà parlé il y a quelques temps. Elle arrive chez les distributeurs, elle aussi, et c'est vraiment une toute petite carte qui ne comporte que 80 execution units, hein, donc c'est un peu les culs d'accord de chez Intel. Comparativement, sur DG2, on devrait avoir 512 unités, et de la RAM beaucoup plus rapide, puisqu'ici on n'est pas sur de la GDDR5 ou de la GDDR6, on est bien loin de tout ça, hein, puisque c'est de la LPDDR4 il me semble. Ouais, de la LPDDR4X, 4 Go uniquement. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est plutôt encourageant ici au niveau de la carte en elle-même, c'est qu'elle ne consomme que 30 watts, ce qui est vraiment très très peu. Alors on a des tests de performance sur 3D Mark. Je sais pas ce que ça donne, hein. Moi 3D Mark je m'en tape royalement. Apparemment ça donne un niveau de performance de carte équivalent à une 7870 ou une 760 de chez Nvidia. Donc des cartes assez anciennes, hein, qui datent de 2012-2013, ce qui est forcément pas foufou. Par contre, on voit hein, qu'au niveau du test de performance, ça permet de jouer en 1080p low dans des conditions relativement correctes. Alors, ça n'a pas grand intérêt pour la plupart des joueurs qui cherchent à avoir des cartes haute performance, mais ça peut avoir son public, hein. Par exemple, on voit que sur Fortnite, ça peut tourner en mode performance à 150 fps, mais pas si mal. Et la plupart des jeux en 1080p low, ça tourne aux environs de 60 fps, en dehors de Cyberpunk et de Red Dead Redemption 2, qui sont en beaucoup plus grosse difficulté.
Donc au global, ce DG1, c'est quand même plutôt pas trop mal, hein, pour une carte qui ne consomme que 30 watts. Des performances correctes, enfin c'est pas foufou, mais c'est jouable sur certains jeux, et je pense que si le prix est compétitif, si on compare par exemple à un GT 110 de chez Nvidia ou ce type de carte inutile, si c'était à mettre en face, je dirais pourquoi pas, c'est une alternative viable. Et c'est plutôt encourageant au global par rapport au DG2. Si l'architecture scale bien vers le haut, avec une carte qui consomme beaucoup plus, avec de la mémoire beaucoup plus rapide, le DG2 pourrait être une bonne surprise quand ça sortira. Personnellement, j'espère que ce sera le cas. Bref, on enchaîne avec le Fidelity FX. Alors on a eu la liste des 7 premiers jeux qui seront supportés le 22, hein, donc dans 4 jours maintenant, et 12 jeux qui devraient arriver rapidement. Alors rapidement, c'est à degré variable, hein, on verra avec la liste. Donc les 7 jeux le jour de la sortie, 22 Racing Series, je connais pas. Anno 1800, ok. Evil Genius 2, je connais de nom. Godfall, c'est Godfall, on savait. King Shunt, je connais pas. Terminator Resistance, je connais pas non plus, mais bon. Riftbreaker, je connais de nom, je pense que j'ai déjà vu vite fait. Mais au global, cette liste de 7 premiers jeux, c'est pas très excitant, hein, on va pas se le cacher. En dehors de Godfall, qui est probablement le jeu qui est le plus avancé techniquement de cette liste-là, le reste, bof. Et puis Godfall, hein, j'en avais déjà parlé au moment de l'annonce. Alors techniquement, c'est ok, hein, le jeu est pas trop mal. Mais alors, par contre, le jeu en lui-même, c'est une merde. Donc ça fait pas rêver. Par contre, au niveau des jeux qui doivent arriver rapidement, on a Asterigos, je connais pas du tout. Baldur's Gate 3, pourquoi pas, mais Baldur's Gate 3, ça va pas sortir rapidement. Et c'est pas un jeu hyper gourmand de toute façon. Dota 2. Alors Dota 2, ça tourne sur une patate, donc je comprends pas trop l'intérêt non plus, à part si vous voulez utiliser un APU pour faire tourner Dota 2 sur un écran géant de 50 pouces en 4K, je vois pas trop l'intérêt de le sortir. Edge of Eternity, je connais pas spécialement. Far Cry 6, alors c'est pas pour tout de suite non plus, donc du coup, quand ils disent ça va arriver bientôt, c'est dans quelques mois, hein, Far Cry 6 concrètement. Farming Simulator 2022, pareil, Forspoken, Myst, Necromunda, Resident Evil Village, Swordsman Remake et Vampire the Masquerade Blood Hunt. Alors, dans cette liste-là, encore une fois, les deux les plus intéressants, c'est Far Cry 6 et Resident Evil Village. Est-ce que le patch pour Resident Evil Village arrivera rapidement, peut-être en même temps que le DLC du jeu qui a été annoncé? Ça aurait du sens. Mais ça paraît loin, encore une fois. Donc, bon, cette liste, c'est pas très très encourageant. Par contre, ce qui est plus encourageant, c'est la liste des studios qui vont prendre en charge le FSR. Et là, on a quand même 44 studios. Alors, il y a des tout petits, mais il y a aussi pas mal de gros dans la liste, hein. Si on prend par exemple, on a Capcom, évidemment, Electronic Arts et son Frostbite, donc ce sera peut-être sur Battlefield 2042 qui a été annoncé dernièrement, hein. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir le trailer du gameplay, c'est quand même plutôt propre, hein. C'est vraiment un Battlefield next-gen sur PC pour le coup. Gearbox, donc tout ce qui est Borderlands et compagnie, pourquoi pas, Larian, Obsidian, Turtle Rock, Valve, Unity, donc Unity c'est quand même important, hein, c'est le moteur Unity, Avalanche Software c'est quand même assez connu, Koch Media aussi, Ubisoft, Warner Bros, il y a quand même des gros noms dans la liste. Donc, il y a pas mal d'indés, mais il y a aussi des gros studios qui bossent sur le sujet, et Microsoft, bien évidemment. Donc bon, c'est le début, hein, évidemment, on le sait. Le DLSS, à ses débuts, c'était pas spécialement foufou au niveau du nombre de jeux supportés. Et vu la gueule que ça avait, c'était quand même pas gagné pour le DLSS à la base. Alors évidemment, le FSR va devoir lutter contre le DLSS 2.0 et supérieur, donc ça va être encore plus difficile de tenir la comparaison. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, au niveau de la qualité d'image, on se doute bien que ce sera pas au même niveau. Du coup, on va attendre, hein, d'ici 2-3 jours, voir ce que ça donne. Mais je suis quand même très curieux de voir les performances du truc et la qualité d'image. Est-ce que ça va donner des situations avantageuses pour l'utilisateur dans certaines conditions? C'est ça le plus important. Faut que ça ait un intérêt. Après, vu le nombre de développeurs
qui sont prêts à suivre la techno, c'est quand même plutôt encourageant. On espère que ce sera vraiment supporté en long, en large et en travers, et sur le plus de GPU possible, c'est ça le plus important. Mais bon, on va attendre de voir la qualité, tout en sachant qu'il y aura probablement des optimisations à attendre par la suite là aussi. Ensuite, on a Asus et Elsa qui annoncent l'arrivée des cartes LHR. Alors, les cartes LHR, ça fait quand même longtemps qu'elles ont été annoncées. Ça devait être disponible le mois dernier, donc c'était annoncé pour la mi-mai, une arrivée en quantité. C'est pas vraiment ce qu'on a vu, on en a vu quelques-unes à droite à gauche, mais rien vraiment de foufou. Là, on est quasiment fin juin. Moi, ce que je vois au niveau des ventes, c'est qu'au niveau de ce qui arrive sur le marché, c'est toujours des puces classiques, les puces qu'on a depuis le début. Donc, en dehors des 3080 Ti et des 3070 Ti qui ont le LHR intégré, pour le reste, c'est les mêmes qu'avant, donc bon, à voir si ça commence vraiment à arriver sur le marché ou pas, mais j'ai quand même l'impression qu'au moment où ça va arriver, c'est le moment où on en a déjà plus vraiment besoin, donc ouais, affaire à suivre. Au niveau software en passant, alors il y a Windows 11 qui se balade à droite à gauche sur la toile depuis quelques jours. Il y a déjà eu pas mal de vidéos, j'ai vu de gens qui l'ont testé. Si ça vous intéresse, faites un tour sur YouTube, il y a de quoi faire. Sinon, on savait depuis quelque temps déjà qu'il y avait une grosse mise à jour de Windows qui devait débarquer pour la fin de l'année. Donc le fait que l'on voit débarquer Windows 11, c'est pas spécialement surprenant non plus. Pourquoi Windows 11, c'est plutôt ça la question. Est-ce que ça restera Windows 11? Est-ce que Microsoft va tenter de nous revendre un upgrade? C'est possible. On ne sait pas du tout ce que Microsoft va faire à ce niveau-là, puisque faut se rappeler qu'il y a quelques années, Microsoft avait grosso modo dit Windows 10, c'est la dernière version de Windows qui sera mise à jour en gros tout le temps. Si vous avez Windows 10, vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose. Donc est-ce que ce sera juste un coup marketing pour dire amener de la hype autour de Windows et de dire c'est Windows 11, c'est une grosse mise à jour. Alors il y a apparemment 2 gros changements au niveau de l'interface principalement, et au niveau matériel, alors c'était peut-être le cas dans cette version, je sais pas. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Intel bosse en ce moment beaucoup avec Microsoft pour simplifier la bonne prise en charge de ces futurs processeurs qui débarquent pour la fin de l'année également. Donc tout ça, c'est cohérent entre guillemets. Intel a besoin d'une nouvelle version de Windows qui prend bien en charge ses corps Big Little, et Microsoft va sortir une grosse révision de Windows vers la fin de l'année également. Plutôt logique. Donc à vous de voir. Si jamais vous avez envie de tester cette version, faut trouver le ISO qui se balade sur le net. J'aurais tendance à vous dire, si jamais vous voulez le tester, faites-le sur une partition à part, faites-le en machine virtuelle pour voir ce que ça donne, mais ne mettez aucune info importante, personnelle, disponible sous cette version de Windows, puisqu'on ne sait pas trop où ça a traîné, on ne sait pas trop s'il y a des choses plus ou moins malicieuses à l'intérieur. Donc, si vous voulez tester, allez-y, mais méfiez-vous quand même. Autre grosse rumeur qui a fait le tour cette semaine, alors, il y a beaucoup de fuites qui faisaient état que Zen 4, pour Epic, donc les plus gros CPU pour serveur, aurait pris en charge jusqu'à 96 corps. Et apparemment, ce serait pas 96 corps, mais 128 maintenant, ce qui est quand même une hausse assez significative. Donc, aux dernières rumeurs, pour Epic, en Zen 4, on devrait avoir jusque 128 corps, ce qui est assez conséquent, ça fait 256 threads. C'est juste monstrueux pour un seul processeur. Si c'est vraiment le cas, ça va être tout simplement monstrueux. Alors après, on sait que ce sont des professeurs, des professeurs. Ce sont des processeurs dédiés aux professionnels. Donc pour nous, ça nous concerne pas vraiment. Par contre, au niveau du marché, c'est quand même très 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 fort s'ils arrivent à faire ça. Et je pense qu'encore une fois, ça va être compliqué pour Intel de mettre quelque chose en face d'un monstre pareil. Même en Big Little, 128 corps sur un seul die, c'est quand même foufou. Donc si c'est vraiment le cas, bien joué de la part d'AMD. Alors après, c'est pas pour tout de suite, mais ce Zen 4, augmentation
énorme du nombre de corps pour les processeurs professionnels et en plus augmentation de la performance de ces corps-là par rapport à Zen 3 quand même de façon assez significative apparemment. Donc ça va envoyer du lourd. Autre news intéressante au niveau GPU ce coup-ci qui a fait un peu le tour cette semaine, c'est qu'NVIDIA va diminuer de moitié la production de RTX 2060 pour favoriser la production de RTX 3000. Alors, à première vue, ça paraît un peu bizarre, puisque bon, les 2060 sont fabriqués chez TSMC, les RTX 3000 sont fabriqués chez Samsung. Donc le lien n'est pas forcément évident à la base, par contre il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas uniquement que l'usine dans laquelle c'est fabriqué qui importe. Il y a aussi tout ce qui est composants pour étage d'Alim qui n'est pas forcément non plus en très grande forme au niveau disponibilité actuellement. Il y a aussi la RAM, il y a toutes les pièces annexes, il n'y a pas que le GPU en lui-même. Dans un premier temps, on se dirait pourquoi pas. Après, la question c'est pourquoi uniquement que de moitié du coup. À combien se chiffre cette fabrication de 2060? Est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça de fabriqués actuellement? Alors on en voit débarquer sur le marché des 2060 encore actuellement, c'est juste que les prix sont très mauvais. Favoriser la production de RTX 3000, oui, mais du coup ça veut dire qu'il y a aussi des capacités de production à prendre ou en RAB chez Samsung, donc ça veut dire que ça se passe plutôt pas mal chez Samsung en fait. Il y a beaucoup de monde dans un premier temps qui pensait qu'il y avait des gros soucis chez Samsung, apparemment c'est pas vraiment le cas, et c'était plutôt une bonne idée pour Nvidia de passer chez Samsung. Je vous laisse imaginer le carnage si Nvidia était resté chez TSMC également pour fabriquer ses GPU sur cette génération. Quand on voit ce qui se passe chez TSMC, c'est déjà l'embouteillage. Si Nvidia avait été là en plus, on n'aurait vraiment eu que dalle, donc ça aurait été encore pire. Faut se rappeler également qu'Nvidia continue de fabriquer des 1660 et des 1650 chez TSMC malgré tout. Diminuer la production de moitié uniquement sur la 2060, pourquoi pas, mais honnêtement, je pense que ça aura quasiment aucun impact. Ça ressemble plus à un coup de com' qu'autre chose au final. Enfin, je vois pas j'imagine mal un impact significatif d'approvisionnement juste en faisant ça. Sinon, autre news, probablement la plus intéressante de toutes celles d'aujourd'hui en vrai, c'est que le prix des GPU sur le marché secondaire est en train de baisser. Alors le marché secondaire, c'est principalement eBay, Le Bon Coin ou les équivalents dans les autres pays. Et pourquoi c'est en train de baisser? Il y a plusieurs facteurs, on l'a déjà vu par le passé. Il y a une grosse baisse de rentabilité au niveau du minage de crypto-monnaies. La situation en Chine, apparemment, il commence à y avoir petit à petit plus d'offres que de demandes, puisqu'il y a une forte baisse de la demande. Là aussi, à cause des fermes de minage qui sont en difficulté à certains endroits en Chine et qui doivent fermer ou changer de place. Et on sait également que, par exemple, pour l'Ethereum, au niveau du minage de crypto-monnaies, on aurait encore une grosse baisse de rentabilité cet été et une disparition totale du minage pour l'Ethereum d'ici 2022 ou en 2022. Donc, tout ce qui est investissement à prix scalpé, très cher ou à long terme, ça devient de plus en plus compliqué à justifier quand on est dans le minage de crypto. Il y a aussi le facteur temps, le facteur saisonnier, c'est l'été, les gens sont moins intéressés à acheter du GPU actuellement, puisque bon, on peut sortir maintenant, on a le droit, tout ce qui est malware humain, ça commence à diminuer, tous ceux qui peuvent ressortir, les pays sont plus ouverts, les gens sont moins enfermés chez eux, du coup, plus besoin d'autant de mettre à jour le PC, les beaux jours sont là, bref, il y a tout un tas de facteurs qui font que pour l'été, comme je l'avais dit il y a déjà quelques mois, la situation devrait s'améliorer légèrement pour l'été. Un retour à la quasi-normale ou à la situation qu'on avait un petit peu fin d'année dernière, où les prix étaient certes plus élevés que les prix normaux, mais on n'était pas dans une situation aussi abusée que ce qu'on a actuellement. Donc il y a tout un effet boule de neige qui est en train de se produire. Si les mineurs ne sont plus prêts à acheter à n'importe quel prix, ça fait qu'il reste du stock en boutique. Les scalpers aussi, eux, ça devient de moins en moins intéressant puisqu'ils ne peuvent plus mettre des prix aussi élevés qu'auparavant. Ils ne veulent pas rester avec leur matos payé trop cher non plus. Donc, petit à petit, on a une baisse de la demande. Et si baisse de demande il y a des stocks qui restent en boutique. Et c'est un petit peu ce qu'on voit, par exemple, dans quasiment toutes les boutiques actuellement.
Si on va faire un tour sur LDLC ou dans d'autres boutiques, hein, les cartes graphiques proposées à des prix pas vraiment intéressants, ben ça commence à rester en stock. Donc si je prends l'exemple de la Power Color Red Devil, qui est un très bon modèle de 6700 XT chez LDLC, il y avait eu une précommande où la carte était genre à 1100 balles dans ces eaux-là. La précommande apparemment c'est pas très bien passé. Arrivé en boutique, on était genre à 1000 balles, et maintenant elle est à 900. Donc, on voit déjà que là, LDLC est en train de ronger son frein au niveau du scalping qu'ils font eux-mêmes. Ça veut bien dire qu'on se fout gentiment de notre gueule aussi depuis un moment, hein. Le prix a quand même bien baissé en quelques jours, et ça va être un petit peu le cas pour les GPU les plus chers au fur et à mesure. Comment tout ça, c'est une chaîne de production et de vente. On a les fabricants AMD, Nvidia, eux en fait ils vendent au prix normal comme d'habitude. On a les partenaires type Sapphire, EVGA, Asus et compagnie qui eux prennent une grosse marge actuellement, on l'avait vu dans la dernière vidéo. Ensuite, on a tout ce qui est le circuit de distribution classique, les grossistes, les boutiques, tout le monde en rajoute une couche. Et puis là, on va arriver à un moment où la boutique va aller dire, bah écoutez, moi ces cartes-là, à ce prix-là, j'achète plus, puisque ça part pas. Donc petit à petit, il va falloir écouler les stocks de matos très chers qui restent. Une fois que ce sera parti, ils en rachèteront à des prix moins élevés. Et petit à petit, les prix vont baisser. Mais tout ça, il y a une certaine inertie avant que ça se concrétise vraiment dans les boutiques. Ça va prendre du temps. Par exemple, si on prend l'exemple de la 6700 XT, où auparavant on était facilement à 2 fois le prix normal, ben là on voit que le modèle de référence est environ à 500 balles, ici on est à 900 pour un modèle custom de meilleure qualité, on est plus à 80% qu'à 100% de prix en plus. Donc c'est pas la folie, mais c'est un début. Et je dois bien admettre, hein, que ce soit au niveau des alertes Discord et au niveau des drops en général, cette semaine, il y en a eu beaucoup plus que les mois précédents, je trouve. Enfin, ça n'arrête pas. Sur Part Alert, c'est la folie, enfin, ça drop tout le temps. Beaucoup de drops sur Amazon. Alors, certes, ça part beaucoup, il y a des prix pas terribles pour autant, mais je trouve que niveau quantité de drops pour l'Europe actuellement, c'est beaucoup plus régulier, il y en a beaucoup plus. Il y en a parfois, enfin, je coupe les notifications Discord parce que ça n'arrête pas de biper sinon. Donc en France, j'ai quand même vu des drops cette semaine chez Cdiscount, chez Rue du Commerce, il y en a même eu plusieurs. On a eu des drops de Founders chez LDLC, on a même eu les 3070 FE ce matin. Il y a pas mal de cartes qui arrivent en stock et qui ne partent plus. Dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression qu'on a passé un cap, et je pense que là, on se dirige tranquillement vers une redescente du tarif. Pour les consoles, c'est pareil, enfin, je vois beaucoup de drops de Xbox, de PS5 à longueur de journée, enfin, j'ai l'impression d'en voir très régulièrement. Je pense que là aussi, la situation commence à s'améliorer de façon significative aussi. Et voilà un petit peu ce qu'il avait à dire aujourd'hui au niveau des news. Il y a quand même eu pas mal de trucs et il y a quand même des choses assez encourageantes dans l'ensemble, particulièrement au niveau du prix et des stocks de GPU. J'ai quand même l'impression qu'on a passé un cap. C'est ce que j'annonçais en grand prophète depuis un moment, mais j'ai quand même l'impression que c'est en train de se réaliser. Et ça me fait plutôt plaisir puisque je sais qu'il y a encore énormément de monde qui cherche à s'acheter un GPU à prix correct. J'espère que ça va s'arranger le plus vite possible. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, n'hésitez pas à passer sur Discord, faire coucou. Le stream, je sais, je stream pas assez, mais avec la canicule, entre guillemets, en ce moment, c'était pas vraiment faisable pour moi parce que je suis au bout de ma vie. Et puis avec la clim, ça le fait pas trop au niveau du son. Donc bon, retour dès que possible, hein, j'ai toujours envie de continuer les aventures d'Alain Juppé dans l'espace. Donc bon, ça va revenir. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!